Comment fonctionne la Cour pénale internationale et comment sommes-nous arrivés à l'acquittement et la libération provisoire de Jean-Pierre Mbemba? Comme je viens de le dire, l'émission de ce jour est consacrée au procès Le Procureur contre Jean-Pierre Mbemba Gombo, au fond au profit des victimes et aux interrogations de la population par rapport à la justice internationale, vu les crimes et autres exactions qui continuent en Centrafrique. Première question, je me tourne vers vous, Ziervé Boudagaï. Comment s'est déroulé le procès Le Procureur contre Jean-Pierre Mbemba? Boris, pour répondre à cette question, je commencerai par le début. Vous savez que le statut de Rome, traité créant la Cour pénale internationale, a vu le jour le 17 juillet 1998 et la République centrafricaine fait partie des premiers pays qui ont ratifié le statut de Rome, permettant à la Cour pénale internationale d'avoir sa compétence à partir du 1er juillet 2002. Dès cet instant, la République centrafricaine devient l'un des pays pouvant saisir la Cour pénale internationale si des crimes graves sont commis sur son territoire et que les autorités judiciaires n'ont pas toutes les possibilités ou tous les moyens qu'il faut pour pouvoir mener des enquêtes à cet effet. Et c'est à cette occasion justement que le gouvernement centrafricain, par le truchement des autorités judiciaires, ont saisi la Cour pénale internationale en 2004 pour des crimes graves commis sur le territoire de la République centrafricaine entre 2002 et 2003. Suite à cette saisine, le bureau du procureur a mené des enquêtes préliminaires pour savoir si effectivement ces crimes relevaient de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de crimes de guerre? Est-ce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité? Ou bien est-ce qu'il s'agit de génocide? Parce que c'est pour ces crimes-là dont la Cour pénale internationale est compétente. Suite à l'analyse du bureau du procureur, il s'est avéré qu'effectivement, il s'agit des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui sont commis sur le territoire de la République centrafricaine, État partie au statut de Rome, s'il faut le préciser. C'est ainsi que l'enquête a commencé en République centrafricaine pour une première fois. Et suite à ces enquêtes, le bureau du procureur a demandé l'autorisation des juges de lancer un mandat d'arrêt sous scellé. Après évaluation, les juges ont accordé justement ce lancement de mandat d'arrêt sous scellé contre M. Jean-Pierre Mbemba pour le fait des crimes graves qui étaient commis par ces hommes en République centrafricaine. C'est ainsi que M. Jean-Pierre Mbemba, lors d'une visite en Belgique, avait été arrêté et transféré au siège de la Cour pénale internationale. Là, on parle de mois de mai 2008. Et c'est ainsi que la procédure a commencé avec l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Mbemba. D'abord, une première audience de comparution pour savoir si effectivement il est bien question de ce monsieur dont la Cour pénale internationale est en recherche. Et suite à cette audience, il y avait également l'audience de confirmation de charges pour vérifier la véracité des charges qui pouvaient entraîner l'affaire à un procès. Sinon, Jean-Pierre Mbemba pouvait être libéré justement après l'audience de confirmation des charges. Mais suite à cette audience, le bureau du procureur, les représentants légaux des victimes, Maître Eddy Douzimaïla à mes côtés, et même l'État centrafricain étaient appelés à dire si effectivement la Cour était compétente et que les preuves sont suffisantes pour pouvoir mener cette affaire au procès. Faisant cet exercice, les juges ont été convaincus qu'effectivement cette affaire mérite d'être portée vers un procès. Et le procès dans l'affaire Jean-Pierre Mbemba a duré le temps que vous connaissez, a commencé en novembre 2010, l'ouverture du procès. Et sa culpabilité a été prononcée le 21 mars 2016, reconnaissant Jean-Pierre Mbemba coupable de crimes graves en République centrafricaine. Lorsqu'on parle de crimes graves, avec plus de précision, je parlerai de crimes de guerre avec éléments constitutifs, le meurtre, le viol et le pillage. Ensuite, les crimes contre l'humanité avec éléments constitutifs, le meurtre et le viol. Voilà les charges qui pesaient contre Jean-Pierre Mbemba et dont, au niveau de la peine, c'est-à-dire au mois de juin 2016, les juges, la Chambre de première instance, ont prononcé 18 ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de Jean-Pierre Mbemba. Suite à cette décision, la défense a fait appel de sa culpabilité et la défense a également fait appel de sa peine.
le bureau du procureur aussi a fait appel de la peine, disant que 18 ans retenus contre Jean-Pierre Mbemba étaient insuffisants au travers la gravité des crimes avec des circonstances aggravantes que ces hommes auraient commis sur le territoire de la République centrafricaine. Et c'est ainsi que cette affaire est allée devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Nous avons tous suivi le 8 juin que Jean-Pierre Mbemba a été acquitté de sa culpabilité. Et voilà où nous en sommes. Nous sommes à la justice et à la justice, nous sommes tenus par la décision des juges et cette fois-ci, c'est les juges de la chambre d'appel. Ce que je voudrais de prime d'abord apporter comme élément de précision, c'est que les juges n'ont pas réfuté qu'il y a eu des crimes graves qui sont commis sur le territoire de la République centrafricaine. Les juges n'ont pas ignoré les crimes. Les juges n'ont pas minimisé les crimes graves qui ont été commis sur le territoire de la République centrafricaine. Cependant, les juges ont estimé, à la majorité, parce que dans la chambre d'appel de la Cour pénale internationale, il y a 5 juges qui devraient prononcer le verdict, mais il y avait 2 juges dissidents qui n'ont pas été d'accord avec les 3 autres, mais comme c'est la majorité qui prime, les 3 juges ont estimé qu'ils n'ont pas été convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, des éléments de preuve concernant la responsabilité hiérarchique de Jean-Pierre Mbemba ayant motivé la commission de ces crimes graves. Voilà cet argument qui a poussé ces juges, la chambre d'appel, je voudrais dire les 3, à prononcer l'acquittement de Jean-Pierre Mbemba. Mais les 2 autres juges qui sont dissidents, ils sont restés sur la décision des juges de la chambre de première instance 3 sur la culpabilité de Jean-Pierre Mbemba. Donc voilà à peu près là où nous en sommes, mais nous ne sommes pas arrêtés là. La Cour pénale internationale, en conscience et en connaissance de la souffrance des victimes, pense aujourd'hui à comment faire pour atténuer, pour aller au-devant des victimes, pour apporter un soutien moral, physique et matériel aux victimes de ces atrocités dont le peuple centrafricain a été témoin entre 2002 et 2003. Nous parlerons du fonds au profit des victimes, mais je me tourne vers vous, maître Edith Douzima. Vous étiez dans la salle lors de ce jugement prononcé par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. D'abord, quel a été le rôle joué par les avocats des victimes dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Mbemba, et aussi comment avez-vous reçu ce verdict? Je vous remercie. Le rôle des avocats des victimes, c'est de représenter ces victimes. C'est pour cela qu'on nous appelle représentants légaux des victimes. C'est-à-dire que ce sont les vues et préoccupations des victimes que nous portons devant les juges. Et nous avons été autorisés aussi à présenter des éléments de preuve dans ce procès. Et nous avons été vraiment satisfaits des preuves apportées par le procureur, des preuves que nous avons apportées, et nous avons discuté les preuves apportées par l'accusé Mbemba. Et nous avons été agréablement surpris. Enfin, pas surpris. Quand je dis agréablement surpris, c'est que nous savions que de par tous les éléments de preuve qui ont été présentés au cours du procès, Mbemba allait être condamné. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, Mbemba a été condamné par les premiers juges, donc les juges de la chambre de première instance. Une décision qui a été prise à l'unanimité des juges, contrairement à la chambre d'appel. Et on ne lui a accordé aucune circonstance atténuante. Bien au contraire, on a estimé qu'on devait lui infliger des circonstances aggravantes. Et donc, c'est pour cela que nous, je disais tout à l'heure qu'on a été agréablement surpris parce que, franchement, une décision prise à l'unanimité des juges où on a retenu contre lui toutes les charges et ensuite on ne lui a accordé aucune circonstance atténuante. Nous, on était satisfaits. Mbemba a usé de la voie de recours qui lui était offerte, donc faire appel, il l'a fait. Et comme l'a dit Gervais ici, les juges d'appel ne nient pas qu'effectivement
il y a eu des crimes. Ces crimes ont été perpétrés par les troupes de Bemba, mais les 3 juges de la chambre d'appel ont estimé que Bemba ne devait pas porter la responsabilité de ces crimes, tout simplement parce que, comme j'avais l'a dit, il n'était pas sur le théâtre des opérations. C'est l'un des arguments. Et deuxième argument, on a dit qu'il a tout de même pris des mesures raisonnables et les premiers juges n'auraient pas tenu compte de ces mesures. Je veux rappeler très rapidement par rapport à ces mesures, il s'agit d'une parodie de justice qu'il a organisée lui-même à Badolité pour punir des soldats qui ont volé des bidons de ceci, de cela. Et une fois que la presse s'est retirée, eh bien, toutes ces personnes ont été libérées. Donc, voilà un exemple où on dit qu'il a pourtant fait quelque chose et que les premiers juges n'en ont pas tenu compte. Maintenant, justement, ma réaction par rapport au verdict du 8 juin dernier, j'étais désagréablement surprise. Et comme je l'ai dit déjà sur les ondes, j'étais dégoûtée. Et je n'étais pas la seule dans la mesure où je me suis rendu compte que c'est presque toute la cour qui était désagréablement surprise de cette décision, parce que je rappelle qu'au cours du procès, devant les charges accablantes à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba a été obligé, je dis entre guillemets, de tricher. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba a usé de certains actes de manière à enfreindre à l'administration de la justice, à cacher la vérité en quelque sorte en termes clairs. C'est-à-dire que vous savez qu'il a été poursuivi avec ses anciens avocats et 2 autres personnes. Ils ont été poursuivis, jugés et condamnés à cause de ces actes-là. Ces actes proviennent de l'affaire principale. Parce qu'il a voulu cacher la vérité, il a voulu subornation de témoins. Et donc, là, ce qu'il a fait, c'était pour essayer de faire comprendre aux juges que les ordres opérationnels venaient des autorités militaires centrafricaines, ce qui n'a pas pu prouver, puisque en définitive, on s'est rendu compte que c'était faux et qu'il a été poursuivi et condamné. Et cette condamnation, ou plutôt ces condamnations, parce qu'il a été condamné, ses complices ont été condamnés aussi, et il a bien entendu fait appel, et la chambre d'appel a confirmé ces condamnations et a renvoyé devant la chambre préliminaire qui a jugé de cette affaire la question concernant les peines. Parce que lui, il avait été condamné à 1 an de prison ferme. Et le procureur a estimé que, vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, 1 an, c'est faible. Ces acolytes ont été condamnés à des peines avec sursis. Et là, le procureur a estimé aussi que les peines avec sursis ne reflétaient pas la gravité de leur acte. Donc, j'étais surprise, mais bon, dans la mesure où la décision a été rendue, on ne peut que la respecter, mais cela ne nous empêche pas de critiquer la décision, comme le procureur a critiqué les 2 juges qui formaient donc cette chambre d'appel qui a rendu cette décision, ont été les premiers à critiquer la décision de la majorité. Et combien de fois nous? Donc, on respecte cette décision, mais ça ne nous empêche pas de la critiquer, parce que c'est une décision qui a été rendue par les hommes et les hommes peuvent se tromper. Maître Edith Douzima, Jean-Pierre Bemba a été acquitté et libéré provisoirement, mais il reste encore sous le coup d'un jugement par rapport à la subornation de témoins. Expliquez-nous clairement, c'est quoi pratiquement
ce que Jean-Pierre Bemba a fait. Justement, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux peines qui ont été infligées à Bemba et ses complices dans l'affaire de subornation de témoins, la chambre d'appel qui a confirmé la condamnation a renvoyé le dossier devant les mêmes juges de première instance, mais pour réformer les peines. Voilà. Et donc, ces juges... Mais la subornation de témoins, c'est quoi? La subornation de témoins, comment vous expliquer ça en termes simples? Oui, en français facile. Voilà. C'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il devait présenter ses preuves, la présentation des preuves peut se faire par témoignage aussi. Et donc, il a, si vous voulez, soudoyé des témoins, ses propres témoins à lui. Entre parenthèses, il y avait des centrafricains parmi ces témoins qu'il a soudoyé pour leur demander de venir faire un faux témoignage en sa faveur. Voilà, en termes simples, c'est ça. Et donc, la chambre de pleine instance qui avait jugé de cette affaire et à qui la chambre d'appel a renvoyé le dossier n'a pas encore statué sur les peines. Et donc, dans la mesure où il était acquitté dans l'affaire principale, et qu'il est encore sous le coup de la justice par rapport à cette affaire, donc il est en liberté provisoire en attendant de voir si les premiers juges vont confirmer leur décision ou pas. Mais Maître Edith Douzima, lorsque quelqu'un est condamné pour avoir triché par rapport au témoignage de ces différents témoins et qu'il se retrouve acquitté, est-ce qu'on peut croire que cette décision-là va jouer sur le prochain jugement, c'est-à-dire qu'il sera aussi acquitté? Je n'en sais rien, c'est toute la question. Je ne peux pas vous dire qui sera acquitté ou pas, c'est toute la question. Mais en principe, dans la mesure où la condamnation, si je ne me trompe, la condamnation concernant la subornation de témoins a été confirmée par la chambre d'appel et qu'on s'attend seulement à la peine. Mais vous savez, avec la surprise qu'on a eue par rapport à l'affaire principale, je préfère ne pas me prononcer. Apparemment, il y a Gervais Boudaga qui a quelque chose à ajouter. Oui, je voudrais apporter justement une petite précision et ajouter quelque chose à ce que Maître Douzima vient de dire par rapport à l'atteinte à l'administration judiciaire de la Cour qui est inscrit à l'article 70 du statut de Rome. Et si vous avez le statut de Rome, vous lisez l'article 70, vous allez très bien comprendre cette infraction que Maître Edith Douzima a expliqué et puis a développé tout à l'heure. Elle parlait tout à l'heure justement que ça pouvait être des témoignages, mais également des documents qui peuvent être falsifiés et qui sont présentés aux juges afin de tromper leur vigilance et dans leur recherche de la vérité. Alors, c'est tout cela qui sont inscrits à l'article 70 du statut de Rome, qui constitue une infraction en plus des 4 autres qui sont connus de tous, comme des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Mais dans le cas d'espèce où non seulement Jean-Pierre Bemba, mais son avocat principal, Aimé Kilolo, sont chargés de dossiers Jean-Jacques Magenda Kabongo, l'un de ses parlementaires qui s'appelle Fidel Babalawandou et aussi un centrafricain qui s'appelle Narcisse Aridou. Ce sont ces 5 personnes-là qui sont concernées par cette affaire. Jean-Pierre Bemba est considéré comme l'auteur principal de cet acte. Et vous savez, en ce qui concerne l'atteinte à l'administration judiciaire de la Cour, le maximum de nombre d'années qui pouvait être infligé aux coupables, c'est 5 ans. Or, depuis que la procédure a commencé, Jean-Pierre Bemba est en détention. Et ça fait déjà 4 ans que la procédure a commencé. Donc, si on donne 4 ans à Jean-Pierre Bemba, ça équivaudra déjà au temps qu'il a déjà passé en détention. Ça veut dire qu'il sera libre. Voilà, exactement. Donc, c'est toutes ces circonstances que les juges, les juges de chambre de première instance 7 ont étudiées afin de le mettre en liberté provisoire en attendant leur décision finale. Alors, je me tourne vers vous, Maître Nzala. Autour de cette table, vous représentez les victimes. En tant que victime, comment avez-vous accueilli ce verdict, le verdict du 8 juin? Merci. Je suis une des victimes dans cette affaire.
de 2002 à 2003, comme d'ailleurs tous mes frères et sœurs qui ont suivi ces affres-là. Certaines victimes ont souffert de viol, d'autres encore de pillage comme moi, d'autres encore de meurtre. Nous sommes très très nombreux à avoir subi des conséquences désagréables de cette décision. Vous savez, quand quelqu'un a subi un préjudice et qui se tourne vers la justice, eh bien, il se préoccupe de deux choses. D'abord, voir celui qui est à l'origine de son mal être puni. Ensuite, obtenir de cette personne-là, cette personne qui a été condamnée, les réparations des préjudices subis. Nous avons suivi cette procédure depuis le début, comme la Cour nous a autorisé à travers notre avocat, depuis aujourd'hui 10 ans. Nous avons été soulagés un peu avec la condamnation à 18 ans. Nous attendons la confirmation de cette décision lorsque le 8 juin dernier, nous avons été complètement bouleversés et renversés par cette décision d'acquittement. Pour ma part, et que je pense que c'est le même sentiment que les autres victimes, c'était grand choc. Un grand choc que de savoir que la personne qui était à l'origine de votre mal, qui est venue sur le terrain à côté de ces hommes qui ont commis ces crimes, être libéré pour des raisons que nous ne pouvons pas admettre, et bien que c'est la justice, mais en tout cas, nous savons que cette personne était sur les lieux des événements et a communiqué avec un de ses chefs qui avait occupé ma maison. C'était un commandant, un colonel qui était sur le terrain. Et lorsqu'on apprend qu'il n'y a pas de preuve, en tout cas du lien qui permet d'établir sa responsabilité, en tout cas c'était un grand choc. C'est vrai qu'on a reconnu qu'on a été victime des affres de cet événement du fait des hommes de MLC. C'est déjà quelque chose que la Cour nous reconnaisse cet état de victimité, mais nous pensons que nous sommes encore doublement frappés par cette décision d'acquittement. Je rappelle à nos auditeurs que cette émission est actuellement interactive et ils peuvent appeler en direct pour poser leurs questions, soit aux représentants des victimes autour de cette table, qui est Maître Nzala, à l'avocat dans le procès, le procureur contre Jean-Pierre Mbemba, l'avocate Maître Edith Douzima, ou au chargé de communication de la CPI, Gervais Boudagaï. Alors je reviens vers vous, Gervais Boudagaï. Maître Nzala vient de parler du cas des victimes qui ne se sentent pas vraiment à l'aise dans ce verdict, mais aussi qui demandent un peu plus par rapport à ce jugement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour eux du côté de la CPI? Oui, en écoutant Maître Célestin Nzala, je le comprends parfaitement et je comprends également toutes les victimes dans la situation où elles se trouvent aujourd'hui. Cet acquittement qui est prononcé, malheureusement, nous ne pouvons plus faire appel, pas nous en tant que bureau de la Cour, mais que ce soit Maître Edith Douzima, qui est représentante légale des victimes, que ce soit le bureau du procureur, que ce soit la défense même, plus personne ne peut faire appel, c'est une décision définitive. Je comprends parfaitement le souci des victimes, mais la Cour n'en reste pas là à cette décision d'acquittement. La Cour cherche des voies et moyens comment soutenir les victimes dans cette situation. Alors dans le format justement de l'organisation de la Cour a été créée au même moment que le Fonds au profit des victimes. Et ce fonds au profit des victimes a 2 mandats, un mandat judiciaire et un autre mandat qui est non judiciaire. Et ce fonds a justement comme préoccupation de réparer les crimes qui sont condamnés, qui sont jugés par la Cour pénale internationale. Et également lorsque les crimes sont commis et que les responsables ne sont pas
jugé en tant que tel, la Cour peut lancer un mandat non judiciaire pour soutenir la victime. Et justement, après l'acquittement de Jean-Pierre Mbemba, le conseil de direction du Fonds au profit des victimes a décidé d'accélérer le lancement d'un programme d'assistance pour les victimes en République centrafricaine. Et donc, cette assistance va prendre la forme de réhabilitation physique et psychologique ainsi que de soutien matériel au profit non seulement des victimes mais aussi de leurs familles. Donc, voilà ce que la Cour est en train de mettre en œuvre pour les victimes. Pour dire vrai, bien que Jean-Pierre Mbemba Gombo est acquitté, c'est un choc, mais en termes de prise en charge des victimes, la Cour ne va pas reculer. La Cour va au-devant justement pour pouvoir apporter ce soutien physique, moral et matériel aux victimes. Et nous souhaitons justement dire aux victimes en ce moment que la pensée générale de la Cour en ce moment va vers les victimes de la République centrafricaine. La Cour est avec vous. Je vous disais tout à l'heure combien de fois les juges même, certains juges de la Chambre d'appel ont contesté la décision de leurs collègues et ils l'ont fait par écrit. Ils ont estimé que ce sont leurs collègues de la Chambre d'appel, donc les trois qui sont majoritaires, qui ont commis des erreurs d'appréciation. C'est pas du côté du procureur. Non, le procureur ne juge pas. Le procureur est parti au procès. Mais ces juges ont critiqué la décision prise par les juges à l'unanimité, la décision prise à l'unanimité par les juges de la chambre de première instance. La chambre d'appel a estimé que les juges de la chambre de première instance ont commis des erreurs. Et ils ont énuméré un certain nombre d'erreurs. Bon, je ne peux pas revenir sur toutes les erreurs qu'ils auraient relevées, mais lorsque ces juges prétendent que Bemba n'était pas sur le théâtre des opérations, l'une des victimes, M. Nzala Célestin, l'a dit ici. Bemba est venu voir ses troupes et puis ça a été démontré lors du procès. Il était venu voir ses troupes, il leur a rendu visite, il a essayé de leur dire écoutez, ne continuez pas comme ça parce que vous risquerez de mettre la population sur votre dos. Si on dit aujourd'hui que Bemba a quand même pris des mesures contre ces crimes, et que les juges de la chambre de première instance n'auraient pas pris en compte, parce que c'est aussi les reproches que les juges de la chambre d'appel ont fait au premier juge. Mais s'ils ne savaient pas, ils n'auraient pas organisé cette parodie de justice pour faire croire que, ok, j'étais au courant, alors que ces juges prétendent qu'ils n'étaient pas au courant. On a prétendu aussi que, vu le contexte du moment, ils n'avaient pas la possibilité d'intervenir. Mais contexte du moment, il est quand même venu sur le terrain. Et donc, c'est lui et ses troupes qui rayaient au maître. Il avait, comme l'a dit la victime Nzala ici, il avait un commandant sur le terrain qui recevait les ordres de lui. Et il y a même des cadres du MLC qui sont allés témoigner contre Bemba pour expliquer comment les choses se passaient sur le terrain. Et que tout le dernier mot lui revenait. Tant qu'il ne disait pas faites ceci, faites cela, il ne pouvait rien faire. Et il a laissé faire. Maintenant, vous ne pouvez pas me reprocher d'accepter la décision. Moi, je ne vais pas prendre une chicotte pour aller taper ces juges. Une décision de justice, c'est une décision de justice. Nous sommes obligés de la respecter. Mais je dis, nous ne sommes pas... on la respecte, mais cela ne nous empêche pas de la critiquer, de la contester. Mais le mal est déjà fait. On va faire comment? Heureusement, comme l'a dit Gervais, il y a... ce fonds au profit des victimes. Voilà.
la Cour, parce que ce n'est pas toute la Cour qui est d'accord avec ces décisions. Et donc, la Cour a trouvé moyen, dans la mesure où la Chambre d'appel reconnaît quand même qu'il y a eu des crimes perpétrés par les troupes de Bemba, mais qu'on ne peut pas dire que Bemba est responsable. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais la Chambre ne pouvait pas ignorer la souffrance des victimes. C'est pour cela que par ce truchement du fonds au profit des victimes, les victimes ne seront pas indemnisées, mais les victimes seront assistées. Ça équivaut à un genre d'indemnisation. C'est ça qui nous calme. Mais quel rôle allez-vous jouer justement dans le cadre de ce fonds au profit des victimes? Bon, je vais d'abord terminer de répondre à ces questions concernant la procédure de l'article 70, c'est-à-dire subornation de témoins, faux documents, etc. Je ne veux pas trop parler de la falsification des documents. C'est avéré, mais au niveau de la chambre d'appel, on a essayé de dire que concernant la falsification des documents, même si c'est vrai, mais d'après les textes, on ne peut pas mettre ça sur sa responsabilité parce que ce n'est pas lui-même qui l'a fait. Mais il les a quand même utilisés. Alors, donc, c'est vrai, c'est l'une des raisons qui a fait que je suis frustrée par ce verdict de la chambre d'appel. Dans la mesure où, si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous pensez que les faits ne sont pas aussi graves, vous n'allez pas faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire enfreindre à l'administration de la justice, essayer de tromper la religion des juges pour qu'on juge en votre faveur. Et donc, c'était avéré, parce que nous-mêmes, les représentants légaux, c'est nous qui avons même commencé à détecter cette histoire. Parce que leur premier témoin, qui se trouve un général français, un expert militaire, est venu raconter sa vie. Et je lui ai demandé, mais où est-ce que vous avez eu ces informations pour faire une telle conclusion? Il me dit, mais ce sont les documents qui m'ont été remis par Bemba. Et lorsque j'ai vu, j'ai dit, non, mais c'est faux, c'est des histoires. Et je suis quand même centrafricaine, je sais ce que c'est, je connais les gens, etc. Et puis, rien à l'œil nu, quand vous voyez ces documents, vous comprenez que c'est faux. C'est comme ça que le procureur a mené ces investigations, est revenu sur le terrain et a trouvé les preuves. Les originaux. Les originaux que moi-même j'ai reçus avant le procureur même. Et donc, et le procureur a poussé plus loin ces investigations à tel point que ces gens ont été mis sur écoute. Et on a pu enregistrer leur conversation, leur magouille, tout. Et on a présenté ça au juge. Et si on n'a rien à se reprocher, on ne peut pas faire des choses comme ça. Et donc, pour revenir au verdict de la chambre d'appel, c'est ce qu'ils ont pensé. On ne peut pas faire autrement. C'est une décision de justice. Alors, nous sommes vers la fin de cette version française. Quel est, juste pour terminer, quel rôle allez-vous jouer dans le cadre du fonds au profit des victimes? Alors, dans ce cadre, vous savez, avant qu'ils ne prennent leur décision, j'ai été consultée. Parce qu'ils ont estimé que maintenant, avec cette décision de la chambre d'appel, il faut accélérer les choses. Au fait, c'est un mandat d'assistance qui peut se faire en dehors du procès. C'est-à-dire qu'il y ait condamnation ou pas, ils peuvent le faire. Ils devaient le faire depuis 2013. Ils ont commencé le processus en 2012. Ils étaient venus ici. Malheureusement, vous savez, la crise en RCA et qui a tout bouleversé avec l'insécurité, ils étaient obligés de suspendre le processus de cette assistance aux victimes. Et donc, entre-temps, étant plus ou moins sûr que cette décision allait au moins être confirmée, et j'ai pris le devant avec mon équipe pour préparer les réparations.
Donc, nous avons essayé d'abord d'identifier et de localiser les victimes, parce qu'avec la crise, il y a eu beaucoup de déplacés, il y a eu des décès, il y a eu des gens qui se sont réfugiés dans d'autres pays. Et donc, il fallait faire ça, voir aussi les priorités, parce qu'il y a des degrés des crimes. Et donc, on a fait un travail plus ou moins scientifique qu'on devait poursuivre après le rendu du verdict de la chambre d'appel. Et donc, le fonds au profit des victimes, qui m'a consulté pour savoir ce que j'ai fait, va collaborer avec moi pour l'aider à évaluer les préjudices afin d'exécuter le programme qu'il va mettre en place pour les victimes.